Bonjour et bienvenue à notre 14e atelier RB, qui s'est digitalisé à 100% depuis le début de cette année. Nos ateliers sont des rendez-vous mensuels qui réunissent des experts autour d'une thématique liée au monde du travail. Ces ateliers sont réalisés en partenariat avec Spart RH, les affiches parisiennes et la mairie du 17e. Aujourd'hui, le sujet porte sur la transformation du monde du travail et son impact psychologique sur les salariés. J'ai envie aussi d'ajouter sur les décideurs, aussi sur les entrepreneurs. Avec plus d'1 an de télétravail, la démocratisation du télétravail, la santé mentale des salariés est au cœur des sujets. Une étude récente du cabinet Empreinte Humaine indique que sur 2000 salariés, 45% des interrogés déclarent être en détresse psychologique. Avec nos experts, nous allons en parler et essayer de comprendre quels sont ces impacts et les risques, à quoi sont-ils dus et quelles sont les conséquences pour l'humain et pour l'entreprise. Il y a un coût derrière, il y a des situations humaines vraiment en détresse. Voilà, je passe la parole à Emmanuel Lafont qui va animer ce 14e atelier. Très bon atelier à vous tous et merci encore à nos intervenants d'avoir pris le temps pour passer 1 heure avec nous. Bien, merci Rosie. Donc la crise du Covid, ou plutôt les crises du Covid, ont transformé et transforment encore en profondeur notre société. Il y a eu un avant, il y aura un après. Apparemment, tout le monde est d'accord là-dessus. Pour ce qui est du monde du travail, puisqu'on va essayer de faire un focus dessus, et que ce soit les personnes touchées par le chômage partiel ou en télétravail, on constate des phénomènes de doute, de perte de sens, d'inutilité et un renforcement de la pression ressentie. En télétravail notamment, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ne tient absolument plus face aux confinements successifs et à la perte d'interaction et de relations humaines. Car si les outils comme Zoom ou Teams se sont vraiment développés, d'ailleurs, on estime que la vitesse de la digitalisation, de la numérisation du travail a doublé pendant la crise, force est de constater que le management, lui, n'a pas suivi. Les managers constatent également des phénomènes soit de surengagement ou de sursollicitation ou au contraire de sous-engagement quand ce n'est pas tout simplement un abandon ou un découragement face au travail. En effet, comme tu le disais, Rosie, 45% des salariés se déclarent en détresse psychologique. Pour information, le taux d'arrêt maladie pour détresse psychologique est passé de 9 à 18%. C'est devenu la première raison d'absence devant les troubles musculo-squelettiques et les accidents du travail. Les troubles psychosociaux ou les risques psychosociaux, c'est quoi exactement? Eh bien, en fait, c'est 4 catégories. C'est le stress, provenant d'un sentiment de ne pas atteindre les exigences qu'on attend, les violences internes, c'est-à-dire entre salariés, les violences externes, c'est-à-dire vis-à-vis de l'extérieur de l'entreprise, ça peut être des clients, des fournisseurs ou n'importe qui, et puis ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement professionnel. Sachant qu'en plus, ces risques psychosociaux peuvent interagir ensemble et compliquer davantage la situation. Mais alors, au sortir de ce 3e, au moins, confinement et de cette crise sanitaire et économique, notre relation au travail et à l'entreprise, comme tu l'as souligné tout à l'heure, a vraiment changé en profondeur. Et comme on sait, on a compris récemment que la performance était directement liée et impactée par la maîtrise de ces risques psychosociaux, certaines questions se posent. En effet, comment les prévenir, ces risques? Quelles sont les conséquences sur nos organisations et les coûts? Et puis, comment, du coup, accompagner et les salariés et, comme tu disais très justement, les dirigeants, c'est les entrepreneurs qui, aujourd'hui, se retrouvent quand même confrontés à une nouvelle difficulté. Pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Jousset. Vous êtes présidente de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris, l'une des premières organisations professionnelles de l'immobilier. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes responsable du management des situations humaines sensibles chez CRISE-UP, l'Institut international de gestion des crises humaines. Exactement. Voilà. Bernard Guesset, vous êtes président bénévole de Cap Santé Entreprise et ancien directeur général de l'ACMS. Et maître Frédéric Sicard, vous êtes avocat associé au cabinet Jasper et ancien bâtonnier de Paris. Bonjour. Bonjour. Et donc, Céline Roux, vous êtes déléguée générale de la santé au travail Fédération Île-de-France. Et alors, justement, j'ai envie de vous poser à vous la première question. Le mot travail qui est apparu au XIIe siècle est un peu issu du latin tripalare, qui signifie tourmenter, torturer, avec le trépalium. Le trépalium, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de croix en X sur lesquelles on attachait les condamnés.
Alors, selon vous, les risques psychosociaux sont-ils vraiment les pendants de ce qu'on appelle le travail aujourd'hui et comment les appréhender et les prévenir désormais dans l'entreprise? Dites-moi, Céline. Alors, sur la définition du travail par la torture, je ne vous rejoins pas. Je pense que justement, au travers des risques psychosociaux, oui, il y a cette question du travail qui mobilise très fortement et le corps et l'esprit, mais il y a aussi la notion du travail qui favorise le développement personnel et les équilibres. Et je crois que dans la période, c'est aussi ça. Le retrait du travail, le retrait des collectifs de travail, ça met en difficulté les salariés et les employeurs du point de vue des collectifs, du point de vue de ce qui va faire qu'on va se développer, se construire dans le travail. Donc, il y a vraiment pour moi ces deux dynamiques-là, les risques psychosociaux au sens de ce qui met en difficulté les salariés, de l'absence d'échange, l'absence de reconnaissance, voire l'absence d'activité en ce moment pour une partie des salariés. Mais il y a aussi le déséquilibre par rapport à tout ce qui nous construit, tout ce qui nous fait du bien dans le travail. Et c'est vraiment sur ces deux champs-là qu'on peut être mis en difficulté en ce moment. Bernard Guesset, vous qui êtes président donc, bénévole de Cap Santé Entreprise et ancien directeur général de la CMS, vous, quelle est votre opinion par rapport à ça? Écoutez, j'ai eu un petit souci là d'écoute parce que j'ai disparu, là, il y a eu un problème de connexion. Est-ce qu'on peut reformuler un peu la question? Le mot travail apparaît au XIIe siècle, c'est de la torture à la base. Oui. Mais franchement, les risques psychosociaux, est-ce que c'est inhérent au travail, tel qu'on l'appelle? Et voilà. du coup, Oui. comment les appréhender et les prévenir désormais en entreprise avec tous les changements qui ont eu lieu? Voilà, alors le problème du travail, c'est d'abord un problème d'engagement personnel. Et cet engagement personnel, il est aussi complètement impacté aujourd'hui par les nouvelles technologies. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est les nouvelles technologies qui impactent les conditions de travail. Par rapport à ça, vous avez ce qu'on appelle le rapport à ces nouvelles technologies. Alors, si les personnes sont dans un climat de bienveillance et d'accompagnement, normalement, et ça c'est tout le problème du management qui, pour moi, la santé au travail est un sujet de management. Si c'est pris en compte par le manager, à ce moment-là, on a des possibilités, disons, de répondre à ces évolutions technologiques. La question aujourd'hui qui se pose, c'est l'autonomie qui est réclamée par les gens. Et dans le mot cadre, je crois que si on revient à des bases qui sont les bases les plus simples, c'est-à-dire le cadre, c'était quelqu'un qui normalement encadrait. Et aujourd'hui, vous avez une distanciation dans la relation qui s'opère parce que vous sortez d'une logique de verticalité où vous aviez souvent un management vertical qui cadrait très facilement, qui avait une hiérarchie verticale très, très, très facile à disons, expliciter, mais en même temps un peu infantilisante. De ce choc-là, de l'infantilisation, on sort par l'autonomie. Et derrière l'autonomie, il y a évidemment une revendication d'existence et d'engagement personnel, mais cette autonomie, en compensation de l'autonomie, il y a une logique de résultat. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement intégré psychologiquement dans le rapport au travail. Et cette logique de résultat qui est liée à l'autonomie, elle crée du stress si on n'a pas la compétence psychologique pour pouvoir dépasser ce sujet-là et si on n'a pas le cadrage régulier. Voilà. Et donc, moi, je crois qu'on est dans une situation où on a des besoins d'autonomie. Regardez, la France Startup, ça veut dire des nouveaux entrepreneurs partout, de l'innovation partout, de l'autonomie, l'horizontalité. Horizontalité, ça veut dire des engagements personnels. Ces engagements personnels, ils créent en relation directe avec soi des nécessités de résultats. Si les nécessités de résultats sont trop prégnantes, ne sont pas accompagnées, s'il n'y a pas du collaboratif, s'il n'y a pas du management intelligent, et le management évolue beaucoup.
à ce moment-là, il y a du stress et ce stress, il peut être délétère pour la santé, d'où les problèmes ensuite de décrochage, des problèmes d'évolution d'emploi à trouver, des problèmes de compréhension de ce qu'on appelle la polarité vie privée, vie publique. Voilà. Et donc, je crois que tous nos différents interlocuteurs vont parler de ces sujets-là. C'est assez complexe. C'est intéressant qu'on fasse de l'interactivité entre nous aussi, parce que je crois que chacun a une part de vérité. Il y a des difficultés aujourd'hui dans le travail, c'est évident. Il y a des gens qui vont trouver des ressources dans cette nouvelle évolution du travail, absolument. Vous savez, je finis là-dessus, les Chinois, les Orientaux, et vous le savez, je pense tous, il y a, dans le mot crise, nous, on voit ça comme quelque chose d'assez terrible. Je crois que chacun connaît ce sujet-là. Vous connaissez l'idéogramme qui signifie crise en japonais, c'est 2 idéogrammes. Il y en a un en haut qui veut dire danger, c'est un idéogramme. Danger, ils n'ont pas le mot, comme nous, le mot crise qui veut dire effectivement quelque chose un peu catastrophique. Ils ont danger et ils ont opportunité. 2 idéogrammes qui sont l'un au-dessus de l'autre, un à côté de l'autre. Danger, opportunité. Donc effectivement, les dangers, c'est tout ce qu'on subit. Et l'opportunité, c'est tout ce qu'on va pouvoir trouver comme résilience dans cette situation de crise que nous vivons. Voilà. Merci Bernard. Je rappelle que vous avez été de 2000 à 2017 directeur général de l'ACMS, le premier service de santé au travail interentreprise en France. C'est 1200 professionnels, dont des médecins du travail, infirmiers, ergonomes, psychologues du travail, techniciens et ingénieurs. Voilà, vous connaissez bien le sujet. Mais alors, du coup, par rapport à ce que vous avez dit, Maître Frédéric Sicard, il a parlé de quelque chose, c'est la Startup Nation, l'horizontalité, le fait d'avoir une espèce de pression et un surengagement des collaborateurs. Comment on fait aujourd'hui au niveau du droit pour évaluer cette pression qui n'en est pas une? Parce que tu comprends, je suis dans un milieu du travail où tout le monde est surinvesti, donc forcément, je vais moi aussi me surinvestir, quitte à foncer droit sur le burn-out. Ouais, c'est carrément une question de philosophie du droit que vous nous posez. Pour avoir une réponse, je pense qu'il faut partir déjà de ce que sont les principes fondamentaux tels qu'ils sont reconnus par la Constitution qui renvoie au préambule de 46, enfin classique pour un juriste. Vous avez 4 principes. Vous avez le droit à l'entreprise, qui est le droit à l'exploitation, qui est le droit à créer quelque chose. Et puis vous avez le droit à l'emploi. Vous vous posiez la question, est-ce que c'est une pénibilité? La réponse juridique, c'est non, j'ai le droit à être valorisé sociologiquement, puisque c'est marqué, j'ai un droit à l'emploi. Et puis là-dessus, vous avez aussi le droit à la santé, c'est-à-dire que s'y ajoute ce 3e principe fondamental, avec un 4e principe qui est proche de ce qu'est qui est une particularité française à l'origine, qui est le droit à la dignité. Le droit à la dignité, c'est à la fois le droit au respect, mais également le droit à pouvoir recueillir ce respect, c'est-à-dire au regard des autres. Alors, une fois que je vous ai dit tout ceci, je réponds à votre question, c'est-à-dire que la loi, le règlement, le contrat, les normes juridiques dans cet ordre-là sont toujours destinés à combiner les principes. Ce qu'on doit rechercher, c'est la combinaison de tous ces principes par des solutions qui, si elles ne sont pas dans la loi, sont forcément dans le contrat. Et là, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il existe dans le Code du travail une disposition particulière qui est celle de l'article L 1222-11 du Code du travail, qui prévoyait qu'en cas de crise, en cas d'épidémie, le télétravail, par exemple, n'est qu'une modalité, un aménagement du poste qui ne suppose pas nécessairement de recueillir l'accord du salarié. Tout ceci doit être nuancé parce que depuis, il y a des accords interprofessionnels qui ont été passés. Mais il y a la question de savoir si vous acceptez ou non une situation. Et ça, je pense que psychologiquement, c'est assez intéressant de savoir comment la norme est perçue, si on y adhère ou si on la subit. Voilà. J'essaie de répondre une première fois à votre question en vous disant, il y a des principes, et puis dans la manière de combiner les principes, il y a une estimation, une proportion qui va se travailler avec le consensus à l'application de la norme. Voilà. D'accord. Toc.
Sachant que je rappelle que sur les contrats de travail, parce que, au fait, voilà, nous, on accompagne aussi en RH des entreprises, on fait toujours attention au lieu de travail à préciser qu'il peut évoluer avec le temps, parce qu'autrement, ça devient ce qu'on appelle un changement d'élément substantiel au contrat de travail. Donc, si en plus on les catapulte chez eux, est-ce que l'article 1022-11, pour reprendre votre expression, devient pas… ouais, c'est en cas de force majeure, quoi. Là, pour le coup, on peut leur imposer. C'est ça, c'est l'idée. Il n'y a pas le mot force majeure d'ailleurs, hein. Il y a le mot épidémie, mais on évoque un peu la force majeure. Il faut vraiment nuancer parce qu'entre-temps, il y a eu l'accord du 26 novembre 2020. Vous avez déjà des éléments aussi dans l'accord du 19 juillet 2005 qui n'a jamais été abrogé. Enfin, tout ceci se combine. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que peut-être qu'un des premiers constats qu'on doit faire, c'est le fait d'avoir reçu la norme sans avoir à y adhérer expressément, en tout cas au moins au départ, à poser une première difficulté. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, en se sachant que le problème du droit, c'est toujours un problème de proportion dans l'application des différents principes qu'on reconnaît comme fondamentaux. Après, j'arrête parce que je trouve que je déborde de votre question. Non, pas du tout, c'est parfait. Émilie Jousset, vous êtes, vous, présidente donc, de l'UNI Île-de-France et Grand Paris. L'UNI, c'est la première organisation professionnelle de l'immobilier. Donc, vous représentez, entre guillemets, les secteurs agents immobiliers, gestionnaires locatifs, administrateurs de biens, experts immobiliers. Alors, dans cette profession, comment vous vous êtes adapté et puis quid aussi des troubles psychosociaux et de la souffrance au travail, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Oui, effectivement, Emmanuel, je représente des entrepreneurs donc, qui ont à cœur d'organiser au mieux le travail de leurs collaborateurs. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation particulière, c'est-à-dire que voilà, les premiers mois de la pandémie, avec le premier confinement, tout le monde s'est concentré sur l'aspect technique. Donc, ça a été une grande effervescence, une grande découverte, et tout le monde était porté vers l'application et l'utilisation de tous les outils techniques et technologiques qui étaient mis à notre disposition pour servir nos clients. Et donc, les collaborateurs étaient partie prenante et tout le monde s'organisait au mieux en télétravaillant. Au bout d'un an, force est de constater qu'on se retrouve avec une multitude de cas particuliers, tant au niveau des entrepreneurs que des managers, que des collaborateurs, in fine, qui sont en face du client, avec des situations très particulières, très diverses. Et vous parliez tout à l'heure, Monsieur Gaïssé, de cadre et de management vertical. Aujourd'hui, on se retrouve plutôt dans du cas particulier. On est vraiment face à des collaborateurs qui réagissent tous différemment. Il y en a qui sont très bien en télétravail à 100% du temps, d'autres qui préfèrent mixer entre 2-3 jours à la maison ou au bureau. On se retrouve avec des gens qui vivent très mal l'absence de convivialité qu'il y a au travail, qu'il ne faut pas nier. Le travail, ce n'est pas que de la souffrance, c'est aussi des échanges pour évacuer la pression. Parce que, évidemment, dans tous les métiers, il y a du stress et de la pression. C'est normal, on a un résultat à obtenir. Mais quand c'est mal vécu, parce qu'on ne peut pas évacuer la pression en discutant à la machine à café ou en déjeunant autour d'une table, alors on oublie les restaurants, mais au moins dans une salle de pause des entreprises, ce stress, il crée en fait des difficultés et des mal-être. On n'observe pas encore de burn-out, mais ça va arriver. Pour l'instant, évidemment, on n'a pas tous les chiffres, ou alors vous me les donnerez tous. Mais pour l'instant, c'est vraiment le ressenti, c'est la difficulté de gérer du cas par cas. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai un confrère qui m'a raconté la semaine dernière qu'il en était à gérer les demandes d'une de ses collaboratrices qui voulait que son mari vienne télétravailler chez lui. Vous voyez, c'est l'impact qu'on a maintenant, qu'on rentre dans la vie personnelle de nos collaborateurs, parce qu'on essayait toujours de garder un équilibre, tant dans nos vies d'entrepreneurs que dans la vie de nos collaborateurs, entre leur maison et leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Aujourd'hui, en fait, on est de plein fouet dans leur vie personnelle et c'est plus ou moins mal vécu, tant du côté des collaborateurs que du côté des entrepreneurs. Donc, du coup, ces cas particuliers-là, en fait, il nous reste à inventer un nouveau mode de management. Et ces nouveaux modes de fonctionnement au sein d'une équipe, d'une entreprise ou entre entrepreneurs, ça va être un sacré défi parce que c'est directement lié à la situation personnelle du chef d'entreprise. C'est comment lui-même vit la pandémie et cette période de privation de liberté partielle. Alors, merci beaucoup, Émilie, mais je comprends ce que vous venez de dire, mais entre guillemets, le management, déjà, ce n'est pas évident pour tout le monde. Si en plus, ça s'est révolutionné et évolué et qu'il va falloir s'adapter en anticipant une situation qu'on ne maîtrise pas encore totalement,
Anne-Véronique Herter, vous êtes, vous, responsable du management justement des situations humaines sensibles chez CRISE-Up. On n'est pas en train de nous raconter un truc qui est juste pas possible? Si, mais c'est exactement ce que disait Émilie juste avant, c'est qu'au départ, c'était impossible. On a tous paniqué en se disant comment on va faire nos réunions Zoom, comment ça va se passer. Voilà, c'est vrai qu'on était vraiment sur des questions techniques. Mais on pensait que ça durerait 15 jours ou 2 mois, mais pas que ça durerait 1 an. Aujourd'hui, on est obligé de continuer à vivre et à travailler comme ça depuis 1 an. Et moi, ce que je vois dans les gens qu'on accompagne, c'est l'épuisement, la fatigue, le ras-le-bol par rapport à ça. Donc, on est obligé de s'adapter parce qu'en fait, c'est peut-être bientôt fini ou pas du tout. Ça va peut-être durer très longtemps ou ça va revenir comme avant. Non, ça ne reviendra jamais comme avant. Donc, en fait, on doit intégrer le fait qu'on doit s'adapter. Garder, et tout ce que vous avez dit rentre là-dedans, être exemplaire parce qu'effectivement, c'est la direction d'une entreprise qui va donner le souffle par rapport à la façon dont tout le monde va pouvoir travailler. Je veux dire, si une direction n'a pas envie de pousser le télétravail, ne met pas en avant les possibilités, ne s'assure pas que ses collaborateurs sont bien installés, etc., ça va moins bien se passer que si on a une direction qui est investie. Et ça va comme ça des managers par rapport aux collaborateurs. Donc, tout le monde a une action pour rassurer les autres et les écouter, etc. Mais on est vraiment dans le cadre des principes du changement, hein, où au départ, on a peur, finalement, on se résigne. Et en fait, on est complètement dans ce que vous disiez aussi, Monsieur Gaïssé. J'aime beaucoup cette opposition sur la crise entre le danger et l'opportunité. C'est qu'il y a des personnes aussi aujourd'hui et des entreprises qui commencent à réaliser que on a appris des choses incroyables en 1 an. On s'est complètement adapté, on peut être fier de nous individuellement et collectivement sur ce qu'on a pu mettre en place. Et c'est là-dessus qu'il faut, à mon sens aussi, essayer de capitaliser et de se concentrer pour garder les salariés investis. Parce que, en revanche, je vois beaucoup de personnes qui sont vraiment épuisées et qui commencent à frôler l'épuisement professionnel aussi du fait de cette situation. Mais, merci Anne-Véronique, mais comment vous dire, vous me faites un peu penser à on garde le moral, on reste strict, tout va bien, continue à jouer de la musique, l'iceberg, évidemment c'est un gros glaçon. Vous voyez le truc, vous me faites penser un peu. Mais Emmanuel, on est tous dans cette situation-là, hein. On est comme nos collaborateurs. Et en même temps, on est très très vigilants, vigilants par rapport à ce qui se passe. Moi, je suis super inquiète, très clairement, quand je rencontre des salariés qui vont pas bien, que ce soit quand on fait des formations sur comment travailler à distance, la gestion du stress, c'est une chose, mais quand on va travailler sur des diagnostics risques psychosociaux ou des groupes d'expression où on laisse parler les salariés, franchement, ça fait peur parfois parce qu'ils peuvent être complètement démunis. Le télétravail, il est extrêmement subi et le moral est vraiment bas. Donc, on essaye de tenir et en même temps, il faut qu'on écoute et qu'on voit les signaux d'alerte pour pas faire de la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, mais non, ça va aller, youpi matin, pas du tout. Il faut aussi être vigilant par rapport à ce qu'on peut voir et entendre ou comprendre. Benjamin Malo, vous êtes adjoint au maire du 17e arrondissement et attaché notamment au développement économique et en parallèle, je précise, ingénieur dans le domaine de l'automobile, puisque vous travaillez pour un grand constructeur français. Vous pouvez nous donner une petite dose d'optimisme là avant qu'on bascule en suicide collectif, s'il vous plaît? Merci à toutes et à tous. Merci Emmanuel pour ce nouvel atelier. Je salue Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement, et toute l'équipe municipale. Cet atelier, il nous ressemble. Chaque atelier nous ressemble parce que effectivement, d'abord, on est tous dans le secteur de l'entreprise, soit privé ou public. Et du fait de cela, j'ai envie de dire, on a un certain attachement, comme à beaucoup de valeurs, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute et d'observation. Effectivement, si on regarde le message ou le premier pilier de la politique, c'est bien ça. Positif, oui et non. Alors, d'abord, hier, vous l'avez dit, hein, c'était la journée mondiale sécurité et santé au travail et on a vu les chiffres ensemble. Donc, non, c'est pas positif par rapport au bilan qu'on a. J'ai toujours l'habitude de faire un lien avec mon entreprise. Effectivement, depuis 20 ans, je travaille maintenant chez Stellantis, avant qu'il s'appelait PSA Peugeot Citroën avant la fusion. Et chez PSA, on a un comité de transformation
qui se réunit tous les mois. Et j'ai envie de dire, ce comité de transformation, il a été poussé aussi par, et on le sait tous, hein, la transformation, elle est aussi issue de la digitalisation qui a commencé quand même depuis un certain temps. Et d'ailleurs, on faisait le lien aussi avec le management, mais pour ma part, je rappelle quand même que la digitalisation a créé une sorte d'horizontalité du management. Aujourd'hui, on n'est plus trop sur un système vertical, on est plutôt sur un système d'horizontalité avec des experts qui se réunissent et on a quelque part, et c'est ce qu'on voudrait avoir, c'est un lien important avec la politique, une décentralisation de l'action au plus près, j'ai envie de dire, du terrain. Alors, on peut être positif parce que, bon, effectivement, on a cette capacité de résilience. On se doit aussi dans ces comités de transformation, dans ce chemin de transformation, à faire en sorte que tout le groupe collectivement s'en sorte et que tout le groupe collectivement s'adapte à ces changements. Et ça passe par le groupe. Et encore une fois, on en parlait systématiquement, c'est aussi une de nos valeurs premières au sein du 17e arrondissement, de l'équipe. On travaille toujours en équipe et c'est comme ça qu'on s'en sort finalement. Et c'est vrai que néanmoins, quand on regarde dans la réalité, et ben, il y a des humains derrière. Et je rappelle toujours, et je le redis à chaque atelier, c'est la valeur première de l'entreprise. On en a encore parlé aussi hier. On a souvent parlé et on parle toujours des résultats et de la rentabilité. Et un élément important, chez Stellantis, ça fait quasiment 1 an que nous sommes en télétravail et les résultats 2020 ont été au rendez-vous et plus largement que ça d'ailleurs, quand on regarde les intéressements et participations qui nous ont été versés par l'entreprise. Mais tout ça pour dire qu'on a cette capacité de rebond et ça ne passe que par l'écoute, par l'empathie et par le fait de se dire on n'est pas tout seul. Et si effectivement il y a des gens qui ont du mal à s'en sortir, il y a des gens qui ont du mal à s'adapter, on est là, on est ensemble et c'est pas forcément que du management, hein, c'est des collègues, c'est des liens qu'on tisse aussi. Et on voit, on a mis des choses quand même en place à distance pour permettre de conserver ce lien. Juste un petit point important, je sais que tout le monde n'a pas forcément cette faculté, 1, à s'adapter et 2, à trouver les moyens, j'ai envie de dire, matériels de s'organiser, parce que ça fait quasiment 1 an qu'on est sur un coworking familial pour les familles qui ont aussi des enfants qui sont scolarisés. Et aujourd'hui, on a lancé cette journée découverte en coworking dans les coworkings du 17e arrondissement, des journées qui sont gratuites parce qu'on sait que là aussi, on a des facteurs de stress, des facteurs qui complexifient les choses et les gens ne peuvent pas forcément travailler chez eux ou en tout cas ensemble dans ce contexte-là. Et donc voilà, moi j'invite aussi les auditrices et les auditeurs du 17e arrondissement à découvrir les coworking du 17e pour pouvoir souffler, sortir un peu et retrouver un peu le lien. Voilà. Je précise d'ailleurs que cet atelier RB Associés est également retransmis dans un espace coworking qui se situe dans le 91 à la terrasse Discovery. Venez découvrir les espaces de coworking, venez vous oxygéner et créer des liens et de l'interaction sociale. Vous allez voir, on bosse beaucoup mieux quand on s'est détendu tous ensemble autour d'un café. Mais alors, justement, par rapport à tout ce que vous venez de me dire, et comme le souligne d'ailleurs une de nos auditrices, est-ce qu'on a une idée des pistes et de sens de l'évolution du management? Parce que je me rappelle encore qu'on a fait du management, comment faire du management confiné, puis comment faire du management déconfiné, mais ça va au bout de 2 mois. Là, on est au bout d'1 an, donc on est bien d'accord qu'on va avoir une révision des organisations de nos entreprises. Et là, j'ai envie de vous dire, mais quelles vont être les conséquences sur nos organisations et du coup les coûts? Et là-dessus, moi, j'ai envie de demander en premier à Céline, puisque Céline, vous êtes déléguée générale de la santé au travail et Fédération Île-de-France. Ça veut quand même dire, je le reprécise pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'association régionale de 8 services de santé au travail interentreprises franciliens et membres associés. Donc, pour le coup, vous avez vraiment les mains dedans, si je puis me permettre l'expression. Alors, Céline, quelles seront les conséquences sur nos organisations et le coût? Déjà, effectivement, là, on a parlé de management, de télétravail. Nous, au niveau des services de santé au travail, l'essentiel des entreprises qu'on accompagne, ce sont quand même des entreprises de moins de 10 salariés qui représentent environ 85-90% des entreprises qu'on suit. Ça veut dire que ces questions-là de management, voire de télétravail, si je pense à l'hôtellerie-restauration, au secteur du spectacle, à certains autres secteurs, on est dans la problématique sur le management d'accompagner ces entreprises-là à une
éventuelle reprise d'activité pour certains qui ne sont plus dans le cadre du travail depuis plus d'un an maintenant. Donc, on a, en termes de management, déjà cette aide à la reprise. Et ça, c'est une problématique pour certaines entreprises, certains secteurs d'activité, où on se retrouve en situation d'avoir un management, comme les autres intervenants le disaient, qui devient peut-être un peu plus intrusif dans la vie privée, parce que là, on est en prise de contact avec des salariés qui ne sont plus dans le cadre du travail depuis un an. Donc nous, on va conseiller à des managers de quand même ouvrir la porte, prendre leur téléphone, envoyer des mails, même si le salarié, son contrat est suspendu du fait de l'activité partielle. Donc on se retrouve juridiquement un peu dans des situations nouvelles, particulières, mais on ne peut que conseiller ce type d'approche et de management, du coup, renouvelé par rapport à cette situation. Donc, je ne sais pas s'il y aura un impact sur le code du travail un jour du fait de ces nouvelles pratiques ou pas. Après, en termes de management, ce qu'on voit apparaître beaucoup en ce moment, effectivement, c'est des accompagnements renforcés au niveau des managers pour les aider à gérer ces nouvelles situations. Donc, accompagnement en termes de formation, de coaching pour certains, de groupes d'échange entre eux qui se renforcent. Ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit particulièrement évoluer en ce moment. J'ai eu connaissance, par exemple, de cafés virtuels entre managers pour qu'ils puissent échanger, rencontrer des problématiques et passer aussi peut-être d'une culture où avant la valorisation du travail, la notion de qualité du travail des collaborateurs, et ben ça se gérait beaucoup dans les couloirs, ça se gérait beaucoup au niveau des rencontres. Voilà, de dire à son collaborateur, ah bah, ce que tu as fait là, c'est vraiment super. Bah, d'habitude, ça pouvait être géré dans les couloirs. Maintenant, ça demande quelque chose de beaucoup plus actif. Il faut prendre son téléphone ou organiser sa réunion Zoom pour pouvoir dire au collaborateur ce qu'il a fait, c'est bien. Donc, c'est là où, du coup, on est vraiment sur de l'accompagnement des managers dans le quotidien, sur c'est vraiment des toutes petites choses, mais je pense que fondamentalement, ça fait évoluer le rapport du manager à son travail lui-même, déjà, dans un premier temps, et au collectif de travail aussi. Et pour rebondir sur ce que disaient aussi les autres intervenants, le côté horizontal, il est vraiment extrêmement présent. On a vu des collectifs de travail s'auto-organiser pour remettre du lien entre eux si la structure était un peu défaillante de ce niveau-là. Il y a des salariés qui se sont dit, eh ben, nous, on va se faire des points réguliers entre nous pour faire le point sur des dossiers, pour faire le point sur les informations de l'entreprise, parce que les premières périodes, on a vu que les entreprises avaient rencontré des difficultés pour communiquer, vraiment être proactive en matière de communication sur ce qui se passait dans l'entreprise pour elle-même se projeter, donc pour pouvoir aussi avoir un discours clair vis-à-vis des collaborateurs. Et je pense que c'est le fond des changements de la transformation, c'est de cet ordre-là, de la projection, de la communication et du renforcement des collectifs de travail. Merci Céline. Bernard, justement, vous êtes donc, je rappelle, président bénévole de Cap Santé et ancien directeur général de la CMS. Alors, horizontalité, manager qui s'auto-aide, est-ce qu'on est face à une… Vous parliez de Startup Nation, est-ce qu'on arrive à une COP Nation où en fait il n'y a plus de dirigeants, il n'y a plus rien? Qu'est-ce qui se passe? Non, vous savez, le risque, c'est effectivement qu'il n'y ait pas de dirigeant, que ça parte dans tous les sens. Donc, je crois qu'il y a… Regardez, la difficulté qu'on a, par exemple, là, on ne peut pas traverser le regard de l'autre. Dans une réunion physique, je peux, par ma gestuelle et par mon regard,
faire passer des messages, bon, tu peux me donner la parole ou tiens, je suis d'accord avec toi. Enfin, on est amputé dans un rapport physique dans la relation de communication. On le voit bien. Mais en même temps, c'est le fameux mot, en même temps, on doit inventer, voilà, on doit inventer ce que dit Céline. Et c'est juste, moi, j'aurais tendance à dire, c'est des idées du patron, du président de Saint-Gobain-Abrasif. Il y a des cafés virtuels entre collaborateurs que le management doit favoriser entre collaborateurs. C'est-à-dire que on sort de la logique de production interne et on essaie de retrouver l'histoire du café dans une discussion qu'on peut trouver entre nous, collaborateurs, pour pouvoir, ce que disait Céline aussi, ces petites réunions qui se faisaient peut-être d'une manière un peu, on va dire, informelle entre nous, dans les couloirs ou dans une salle de réunion entre équipes, il faut les retrouver dans les modalités de fonctionnement avec le télétravail. Je pense une chose, c'est que ça ne va plus être comme avant. Ça ne va plus être comme avant. Il faut imaginer qu'on va maintenant utiliser ces outils parce qu'il y a un bénéfice aussi des outils comme ça. Il y a un bénéfice de liberté. Ce bénéfice de liberté, il faut le conjuguer avec le mot solidarité. Moi, je pense que ce qui nous apparaît aujourd'hui, et dans tous les intervenants là, je ressens des choses comme ça. Enfin, je pense que c'est partagé. On voit bien qu'on doit être aussi à l'écoute de l'autre, des difficultés de l'autre, peut-être plus attentif à des aides qu'on peut apporter à d'autres, c'est-à-dire sortir un peu de soi. Et ça sort un peu du cadre classique de la définition de fonction. Enfin, je veux dire, il y a une invention personnelle. Vous savez, je finis là-dessus pour ne pas être trop long, la différence qu'il y a entre société et entreprise. Mais on est dans le cœur du sujet. Entreprise, c'est des hommes. Hein. Je reviens sur un peu les valeurs de dignité dont nous parlait notre ami. Voilà. C'est la dignité, la santé, les autres. On est en train d'entreprendre ensemble comment on peut, en combinant ce qu'on a pu écouter des uns et des autres, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, beaucoup de capacité à aller vers les autres pour essayer d'aller dans une logique de co-construction. Moi, je crois qu'aussi le petit C et le petit O aujourd'hui va être conjugué coordination, co-construction, coopération. Je crois qu'on est là-dedans. Alors les outils, on les utilise. Après, il y a une chose qui est fondamentale, vraiment fondamentale. Il y a le problème de l'estime de soi, c'est-à-dire on peut avoir besoin de dire non, c'est pas possible. Et là, j'ai tendance à dire, vous voyez, on parle du couvre-feu aujourd'hui pour la santé collective, hein, le couvre-feu, mais il faut un couvre-feu digital. Il faut un couvre-feu digital, c'est fondamental. Je voudrais vous dire une chose, la présidente de l'Institut français national du sommeil, elle dit, elle s'appelle Joëlle Adrien, c'est une information que vous avez peut-être en tête, elle dit que la lumière bleue de nos portables, elle impacte notre capacité d'horloge biologique. C'est une neurobiologiste. Hein. C'est l'utilisation des nouvelles technologies là dont je parle. C'est-à-dire cette lumière bleue, si vous l'utilisez en permanence, si vous avez votre portable ouvert en permanence, elle vous consomme du temps et elle vous décale vos heures de sommeil et elle fait ce qu'on appelle une dette de sommeil qui ensuite va avoir des répercussions sur les comportements. Donc, le couvre-feu digital, c'est fondamental. Et dans le mode de management, c'est la même chose. Il faudra faire expliquer aux gens qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne doit plus envoyer à certaines heures. Il y a des conditions de fonctionnement avec des nouvelles technologies. J'arrête là. Merci beaucoup, Bernard. Et alors, moi, j'ai envie de demander à l'avocat ce qu'il en pense. Très cher maître Frédéric Sicard, donc vous êtes avocat associé au cabinet Jasper et ancien bâtonnier de Paris. Donc, alors, on résume. Il ne faut plus envoyer de mail à 10 heures. Avant, c'était tu peux en envoyer, mais il ne faut pas qu'ils répondent. Il faut s'aimer les uns les autres. Il faut avoir un management horizontal. Il faut… Et le droit là-dedans, dans tout ça, parce qu'il y a quand même 2-3 termes que j'ai entendus qui, s'ils se reproduisent tous les jours ou trop régulièrement, peuvent définir peut-être une forme de harcèlement, non ? Mais bien sûr, parce que le harcèlement, alors,
On va déjà poser sur les questions de harcèlement. Le harcèlement, ça peut être positif, c'est-à-dire des actes d'agression, mais comme ça peut être aussi le désintérêt, puisque c'est jugé. Si vous ne vous intéressez pas assez à quelqu'un, et si vous ne répondez pas à ses besoins, c'est aussi, et ça peut être aussi une forme de harcèlement. Je crois que ce qui est important pour rester optimiste sur les pistes, c'est ce que dégage le droit. Ce dont l'on vient d'entendre parler, c'est du droit à la déconnexion. Or, le droit à la déconnexion, il était rentré dans le code juste avant la crise. Donc, il va trouver toute son ampleur et toute son opportunité à cette occasion-là, parce qu'on comprend que cette réflexion avait un véritable intérêt. Le droit à la déconnexion, il va dans les deux sens. Et puis alors, je ne peux que me réjouir d'une chose, c'est qu'on retrouve l'intérêt des services de santé au travail. Parce que très franchement, les dernières années, au niveau de la loi, c'était pas joyeux. Hein. On étendait les visites le plus loin possible, faute d'effectifs. On essayait d'imaginer comment on allait retirer un peu l'intervention des services de santé au travail. Et on s'aperçoit que finalement, ils sont absolument essentiels. Ils ne vont pas être la clé du succès parce qu'on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez d'intervenants, et il faudrait probablement à nouveau redévelopper ce rôle. Mais au moins, il y a une chose qui est bien, c'est que au moment où on était en train de négocier à nouveau des couches où on allait enlever du santé au travail, on s'aperçoit que alors là, il faudrait peut-être arrêter. Et il vaudrait mieux en remettre parce que c'est absolument fondamental et que c'est une des particularités, des singularités formidables du droit français que d'avoir imaginé cet intermédiaire entre les salariés et les employeurs. Troisième piste, il y avait dans l'accord de 2005 qui a créé le télétravail, l'idée que les entreprises devaient avoir recours à des référents télétravail, c'est-à-dire qu'il y avait le cadre qui s'occupait de savoir à quelle heure vous commencez, à quelle heure vous terminez, vous allez faire quoi dans le volume, et puis il y avait celui qui écoutait les plaintes, est-ce que ça va bien? C'était l'idée d'un référent. Et là, on arrive à une dernière piste, qui est à la limite plus intéressante, c'est que le cadre soit le référent permanent, c'est-à-dire qu'il soit à la fois formé pour arriver à contrôler l'heure, à contrôler la quantité de travail, mais mieux encore, pour contrôler comment les choses se passent et se positionner en proportion du besoin de chaque salarié. Ça, c'est une avancée formidable et qui s'accompagne aussi avec ces moments de convivialité où on s'aperçoit que le rythme de travail n'a rien à voir avec un horaire. C'est pas parce que vous commencez à 8 heures que vous terminez à telle heure que vous en faites exactement pour le compte qui vous est demandé. C'est que le plaisir que vous prenez à le faire fait que vous pouvez travailler mieux et plus vite et que c'est de l'intérêt même de l'entreprise. Et ça rend aussi optimiste parce que ça vient dire que tout ce qui était les quantifications mécaniques, c'est pas forcément la bonne piste. La bonne piste, elle était déjà aussi dans le droit du travail. C'est l'idée, alors pour un juriste, c'est important parce que c'est aussi une idée européenne. Ça n'existait pas dans notre monde cartésien d'origine, c'est l'idée de la proportion. Les choses doivent être bien proportionnées entre vie personnelle, vie professionnelle. Et dans la vie professionnelle, elles doivent être bien proportionnées pour qu'on ait envie de se mettre au travail. Voilà. L'air de rien, je viens d'évoquer 5 notions juridiques qui vous apportent des réponses. Après, il y a la réponse humaine que les autres intervenants peuvent alimenter. Mais ces 5 thèmes-là sont des thèmes juridiques qui sont intéressants parce qu'on s'aperçoit que le droit avait prévu ou en tout cas était prêt à accepter des évolutions et que ces évolutions vont se transformer et qu'on va même, alors ça c'est à nouveau j'insiste parce que moi c'est ce qui m'a fait un peu chaud au cœur dans tout cela, c'est que on va même gommer les imperfections parce que la diminution des services de santé au travail était vraiment quelque chose d'inquiétant. Et là, si vraiment quelqu'un est intelligent et raisonnable, c'est de s'apercevoir, faut s'arrêter. Au contraire, faut y recourir, faut y revenir, parce qu'on s'aperçoit de l'intérêt. Voilà. Mais alors, cher maître, je peux pas m'empêcher de vous poser une question. Donc, historiquement, on payait à l'heure les collaborateurs, sauf certaines conventions collectives qui, elles, fonctionnaient dans ce que j'appelle le forfait jour. D'ailleurs, c'est le nom d'ailleurs. C'est le forfait jour où, en fait, le collaborateur devait bosser une journée. Ça peut être 4 heures, 8 heures. Il était indemnisé pour une journée. Donc, est-ce qu'on va évoluer vers ça ou est-ce qu'on ne va pas plutôt évoluer vers une certaine ubérisation des relations de travail avec du travail, je dirais, à la tâche? Entre guillemets, je te paye pour un boulot, que tu le fasses en 4 heures ou en 16 heures, bah, ce n'est pas mon problème, c'est le tien.
Oui, alors déjà, premièrement, l'ubérisation, ça serait l'horreur parce qu'on serait très proche de ce qui est interdit en droit, hein. Le travail au sifflet, ça n'existe pas en France. Ça a été plusieurs fois condamné, donc déjà, on élimine. Donc il nous reste le fait que le salarié gagne en autonomie, mais ça, c'est pas nouveau, c'est dans les textes, c'est dans les accords nationaux interprofessionnels qui viennent dire qu'effectivement, si on envoie les gens en télétravail, il faut leur laisser l'autonomie. On disparaît, on va pas faire disparaître, je pense, la gamme horaire. C'est-à-dire que je ne nous vois pas en train de dire ça commence à telle heure, ça ferme à telle heure. Pourquoi? Parce que l'horaire sert de cadre. Mais par contre, on intègre le fait que le travail s'alterne régulièrement avec des pauses qui ne sont pas forcément quantifiées, comme on l'a marqué dans le code du travail, où tous les 6 heures, on est sûr d'avoir 20 minutes où il faut s'arrêter. C'est pas ça le travail. On doit s'arrêter, on sait maintenant, se lever toutes les heures, parce que sinon on a des troubles muscaux, les muscles ne vont pas bien. Donc il faut pouvoir bouger, il faut pouvoir échanger. Et c'est cette notion-là qui va disparaître. C'est-à-dire la fameuse pause de 20 minutes toutes les 6 heures. Ça va pas. L'idée du cadre, je pense qu'il faut la garder, le cadre horaire, on commence à telle heure, on termine à telle heure, et puis l'idée qu'en réalité, il y a un rythme. Et dans le cadre de ce rythme, chacun produit une quantité, et alors je vais vous donner la réponse à la question que vous voulez vous poser. En réalité, c'est aussi à nouveau un travail de proportion, cette notion dite de droit européen. Euh, on compare par rapport à ce que peut faire un collaborateur ordinaire. Il y a celui qui en fait un peu plus, il y a celui qui en fait un peu moins. Mais là où ça va pas, c'est quand vous en faites beaucoup plus ou quand vous en faites beaucoup moins. Donc on va toujours avoir l'idée d'imaginer un talon. Il y a une référence quelque part à trouver. Et je vais vous dire, en jurisprudence, c'est absolument classique. Ça fait des années que quand vous discutez d'insuffisance professionnelle, vous essayez de repérer le maître étalon, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait passé dans un cas ordinaire à situation comparable. Donc voilà, je vous réponds, je pense qu'on va garder le cadre horaire, mais que dans le cadre horaire, il y aura plus de souplesse. Émilie Jousset, donc présidente Oui. de France, qui représente donc les agents immobiliers, et vous n'avez pas l'impression qu'ils nous vendent un truc là Je boue sur mon siège, là. Je vous ai laissé parler tous les deux, mais je boue. Je suis désolée, mais on n'a pas attendu cette crise pour couper l'envoi des mails le soir dans des délais raisonnables. Ou alors, moi, en tant que chef d'entreprise, je m'étais ne répondre que demain. Mais je pense que tous les entrepreneurs le font, en tout cas pour les métiers de service comme dans l'immobilier. On n'a pas non plus attendu l'intervention des médecins du travail pour faire en sorte que nos salariés soient dans de bonnes conditions de travail. Moi, je les ai vus intervenir dans mon entreprise. C'était une catastrophe. Même mes salariés rigolaient de la hauteur pour positionner l'ordinateur et du siège ergonomique qu'il fallait mettre plus haut, plus bas. Enfin bon, c'était ridicule. Sans compter que celui que j'avais rencontré un jour pour un problème grave d'une de mes salariés, lui refusait le télétravail, alors que moi, j'avais mis en place le télétravail dans ma structure il y a 5-6 ans. Donc, on était, voilà, pour moi, c'est pas la solution. On passe aujourd'hui vraiment plus de temps à discuter avec les salariés. Je parle de physique parce qu'ils demandent beaucoup, de revenir plusieurs jours par semaine au bureau et de discuter. Et lors des réunions, on passe quasiment la moitié de la réunion à parler du contexte. Comment on vit la crise, qu'est-ce qui se passe à la maison, comment ça se passe voilà, avec les clients, ça vient après. Donc, en fait, cette prise de conscience des managers, du contexte et du bien-être mental, on va te dire comme ça, même si c'est peut-être pas le bon mot, de nos collaborateurs, c'est fait en interne. Enfin, c'est fait dans les entreprises que moi, je représente, qui sont de taille majoritaire en France. On sait très bien que nous, nos entreprises adhérentes à l'UNIS, elles sont entre, on va dire, 0 et 200 salariés, ce qui est la taille majoritaire des entreprises en France. Donc, c'est représentatif. Et ben, comme d'habitude, l'entrepreneur, il va s'adapter, il fait du cas par cas et il gère ses équipes avec ses propres moyens et sa propre personnalité. Donc, d'ailleurs, il y en a beaucoup en ce moment qui sont en train d'arbitrer leurs locaux aussi, tout bêtement, parce que si on a une rotation des équipes dans la semaine, on a besoin de moins d'espace qu'auparavant. On a besoin de moins de salles de réunion qu'auparavant aussi, puisqu'on fait plus de réunions Zoom. En fait, que ce soit bien ou pas, peu importe, qu'on le vive bien ou pas, peu importe. L'important, c'est de s'adapter au cas particulier, à la situation particulière de tel collaborateur avec tel client et dans l'équipe que ça fonctionne. Mais je suis désolée, on ne remplacera jamais la pause café physique. Les collaborateurs, ils les réclament minimum une fois par mois, si ce n'est plus. On voit bien que c'est la convivialité qui manque le plus aux équipes actuellement. C'est ça. Donc,
Justement, Anne-Véronique Carter, donc vous êtes responsable du management des situations humaines sensibles chez CRISE-UP, à l'Institut international de gestion des crises humaines. Mais alors, donc, la place de la calinothérapie ou de l'afterwork sympa entre potes, entre collègues de travail le soir, on se rend compte que finalement, c'était ça la base de l'équilibre psychologique des collaborateurs? La question, la calinothérapie, non mais très bien, j'adore. Mais si on en était là, ce serait super. Si on avait besoin d'un gros câlin pour bien aller, mais on n'en est pas là malheureusement. Enfin, je pense. Hein. Je dis pas que c'est inutile, c'est super utile, mais déjà allons bien dans le travail pour aller encore mieux après. Pour moi, ce que les gens, enfin, on l'a dit vraiment aussi sur ce besoin de proximité, il est évident. Oui, on a besoin de parler, de voir des vrais gens. Mais si on revient à la question que vous avez posée au départ, qui était finalement quel va être le fonctionnement, le nouveau management. Je pense que les managers, ils sont comme les collaborateurs, ils vont être obligés, ils ont été obligés de se réinventer là-dessus. Et je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut quand même garder un cadre. Parce que, OK, l'horizontalité, tout ça, c'est très bien, mais il faut quand même qu'on sache qui fait quoi, on va où. On a vu pendant cette année qu'il y a plein de gens qui ont retrouvé leurs tâches modifiées parce qu'ils ne pouvaient plus être au bureau, ils n'avaient pas les logiciels chez eux. Il y a des tâches qui ont été modifiées et quelquefois, cette absence de clarté a été une souffrance aussi pour les gens qui ne comprenaient plus pourquoi leur poste il évoluait, pourquoi est-ce qu'il y avait une personne qui avait plein de travail et eux beaucoup moins. Donc vraiment être hyper clair dans la tâche de chacun, la proximité aussi, savoir à la fois cadrer en même temps écouter. Et puis, il y a une notion moi, qui m'est venue en tête quand je vous écoutais parler tout à l'heure, c'est finalement quelque chose que j'ai parfois entendu, qui est les plus fragiles sont tombés, qui me fait peur. Parce que je l'ai déjà entendu, même cette année, en disant oui, non, mais on a tous bien tenu le coup, juste 2-3 personnes un peu plus fragiles n'ont pas tenu le coup, ils se sont mis en arrêt maladie. Et je trouve ça horrible parce que ce n'est pas une question de fragilité du tout, et c'est peut-être des gens super forts qui ont tenu beaucoup plus que d'autres. Donc cette notion-là, elle doit disparaître. Elle doit disparaître absolument. Et en fait, on revient juste sur Terre. On n'est pas des super-héros. On n'est pas tous des super femmes et des super hommes à travailler 15 heures par jour avec une coiffure irréprochable et des dents blanches. Non, on est des vrais humains et c'est ce que la crise nous a appris aussi. C'est que quelquefois, quand on est en Zoom, on a un enfant qui passe, on a un chat qui vient nous chatouiller le nez. Et c'est ça la vie, en fait. Et c'est notre vraie vie. Et à la fois, on doit apprendre à faire la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle. On doit couper les écrans à partir d'une certaine heure et essayer de préserver notre vie privée. Et en même temps, ça nous permet de rappeler au travail aussi qu'on est des hommes et des femmes avec une vie. Et que ça fait du bien aussi ça. Et à force de s'isoler finalement, d'être obligé de travailler loin des autres, on a de plus en plus besoin de remontrer notre humanité. Et c'est ça, notre humanité, ça passe par là. Très juste. Okay. Alors justement, moi je vous propose de demander justement à quelqu'un qui travaille beaucoup puisqu'il a 2 postes, quelqu'un qui a toujours une coiffure impeccable, les dents blanches et qui est toujours souriant. Benjamin Malo, adjoint au maire du 17e, attaché au développement économique et ingénieur dans l'automobile. Benjamin, alors dis-moi. Non, alors d'abord, j'ai pas tout le temps les dents blanches, c'est pas vrai. Je suis pas toujours bien coiffé, mais par contre, non, tout ce qui a été dit là rejoint ce que je disais en début, c'est-à-dire que le pilier de notre organisation aujourd'hui, notre société, c'est l'humain, et ça, il faut pas l'oublier. Maintenant, j'ai quand même trouvé un point positif. Tout à l'heure, j'en ai pas trouvé tant que ça, et finalement, en réfléchissant, je me suis dit peut-être que finalement, personnellement, ce qui m'a permis de tenir, c'est ma famille. Parce que quand je regarde, effectivement, tu as raison, j'ai 2, 3, 4 fonctions, ok, mais je vois jamais en fait ma femme et mes enfants dans la journée. Je vois le matin, et puis ils partent tous travailler à l'école, et puis le soir, je rentre parfois. Certains dorment déjà, effectivement. Voilà. Et je me dis finalement, moi, j'ai redécouvert mes enfants et ma femme, et ça, c'est vrai, parce que de 2014 à 2020, j'ai fait un mandat incroyable, toujours par bons et par hauts, du lundi au dimanche. Et finalement, là, je me suis retrouvé coincé de force en me disant, attends, il faut que tu discutes avec tes enfants, etc. Et je me suis dit, pendant des années, finalement, j'ai discuté avec personne parce qu'on rentrait, on repartait, etc. Et donc, je me pose cette question. D'ailleurs, petite parenthèse, pendant la période de confinement, il y avait eu cette initiative très intéressante, c'est-à-dire que les enfants avaient fait des dessins pour les
pour les personnes isolées pendant le confinement, qui ont ensuite été distribuées par des bénévoles des associations. Et oui, c'est un dessin, mais derrière un dessin, il y a effectivement une humanité, une notion de famille. Et je pense que c'est effectivement ces groupes-là. Alors effectivement, j'ai perdu de vue un certain nombre de collègues avec qui je prenais des cafés, avec qui je discutais, avec qui, bien sûr, je faisais des réunions. Et d'un autre côté, moi, j'ai retrouvé ma famille. Alors effectivement, parfois, c'est pas super drôle parce que tout le monde est en réunion, etc. Et puis c'est pas simple à gérer. Mais voilà, néanmoins, il y a cet aspect-là, et j'y trouve quand même, j'y vois quelque chose quand même de positif dans notre vie. Et finalement, comme ça a été dit tout à l'heure, dans cette crise, il faut rebondir et y voir des côtés aussi positifs. Et là, le côté positif, c'est de dire que finalement, on a peut-être retissé d'autres liens ou de nouveaux liens ou des liens qu'on avait perdus. Et en tout cas, dans les faits, si je prends juste le résultat d'entreprise dans laquelle je travaille, les résultats ont été au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a quand même travaillé correctement, on s'est quand même adapté sur le monde professionnel, on a quand même d'une façon générale trouvé un équilibre de vie. Ensuite, c'est vrai que, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau, c'est même pas le télétravail, moi je suis un grand fan, on va pas faire de pub, de BlackBerry, et depuis BlackBerry, on est tout le temps connecté. Moi je recevais mes emails depuis des années sur BlackBerry, donc même en vacances, je voyais défiler mes emails. Mais finalement, après, c'est un choix personnel. C'est l'équilibre qu'on y trouve et qu'on y voit. Par contre, il y a une frontière à pas dépasser, c'est que le management ne peut pas imposer à quelqu'un chez lui de travailler plus d'heures, j'ai envie de dire, que ce qu'il aurait travaillé, ou en tout cas légalement, ou ce qu'il a fait habituellement en entreprise. On a un modèle qui, je trouve, est un peu vieux aussi, hein. On est une espèce de management à l'horloge. Ce management à l'horloge, il a aussi ses limites. Maintenant, dans les faits, moi, je pense que globalement, on travaille plus en étant en télétravail, on se rend pas compte. Mais néanmoins, il faut aussi que le groupe impose des règles, impose des conditions, et se dise, voilà, je mets mes limites en dehors des limites, j'ai envie de dire, légales et personnelles. Donc, voilà, je trouve que finalement, effectivement, il y a une adaptation, il y a une notion de famille, une notion d'équipe à avoir bien en tête, une notion de conscience professionnelle et de conscience personnelle aussi, et familiale, ça c'est crucial. Et par rapport à ce qu'on a dit, effectivement, là, je suis tout à fait d'accord par rapport aux chiffres où il y a quelques-uns, etc. Non, non, à partir du moment où il y a une seule personne qui est sur le côté dans une classe, parce que là aussi on n'en a pas parlé, enfin hier on en a parlé aussi, parce qu'il y a des réactions d'auditrices et d'auditeurs, parce qu'on parle du monde du travail, mais on ne parle pas du monde scolaire. Et là aussi on a un souci. On a un souci avec nos étudiants. Et d'ailleurs, le coworking est aussi à destination des étudiants. Je fais des petites publicités, c'est 1 euro par jour pour les étudiants qui veulent travailler en coworking dans le 17e arrondissement. Voilà, je fais une petite publicité. Mais voilà, en fait, c'est toute la population qui est touchée. Ce n'est pas que le monde de l'entreprise, c'est la société en général. Et à partir du moment où une seule personne n'arrive pas à suivre le groupe, là, il y a un échec. Voilà. D'accord. Donc, pour résumer, finalement, ça a été une opportunité pour certains et une difficulté pour d'autres. D'ailleurs, Rosie faisait remarquer que si, Benjamin, toi, tu avais rencontré des gens formidables, à savoir ta femme et tes enfants, d'autres ont fait la même rencontre, mais ça ne leur a pas plu. Du coup, ils ont divorcé carrément. Donc, voilà, on pense à eux. Courage, courage. Et à elle, courage. Voilà. Mais alors, si j'ai bien compris, ça peut super bien se passer à condition d'accompagner les salariés et les dirigeants. Donc, du coup, Céline Roux, qui est déléguée générale de la santé au travail Fédération Île-de-France, où justement tout à l'heure vous parliez de… Plutôt, vous m'écriviez un message en disant que c'était finalement une chance de replacer un peu l'homme au cœur de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée de comment justement on va pouvoir accompagner et les salariés et les dirigeants ou les entrepreneurs vers ce nouveau mode de management et cette nouvelle approche du monde de l'entreprise? Je vais déjà commencer par les managers, par les dirigeants. Je crois qu'en ce moment, avant de penser à l'avenir, il y a vraiment la problématique là du présent et en ce moment où les dirigeants des entrepreneurs, ils sont en situation pour certains d'avoir justement ce qui les construit, donc de faire des nouveaux projets, d'entreprendre. Ça peut vraiment être mis à mal par des difficultés à se projeter. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de structures, dont CRISUP, il y a l'Observatoire à Maroc aussi qui a mis des choses en place vraiment sur de l'accompagnement spécifique aux entrepreneurs qui rencontrent des situations particulières. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nos entreprises, les moins de 10 salariés,
si la santé de l'entrepreneur est mise à mal, c'est la santé de l'entreprise en général qui est aussi mise à mal. Donc, c'est vrai que même si nous, c'est pas notre cœur de métier, parce que l'entrepreneur, s'il n'est pas salarié, on peut avoir des difficultés à l'accompagner. Voilà. Mais je pense que c'est un des acteurs incontournables, peut-être même le premier, auquel il faut penser dans cette situation, entrepreneur et manager. Après, sur les accompagnements, il y a effectivement des accompagnements individuels. C'est valable aussi pour les salariés. Accompagnement psychologique, accompagnement en termes de formation, accompagnement en termes de favorisation des échanges, accompagnement en termes de transmission aussi de l'information et retraduction des éléments. Et là, les syndicats professionnels jouent tout à fait leur rôle en étant des retraducteurs et des éléments, y compris de droit possible. Après, au niveau des accompagnements en général, en tout cas les services de santé au travail, c'est vrai qu'on va pouvoir intervenir au niveau l'aide des psychologues du travail qu'on a dans nos structures. Ça, c'est une première compétence mobilisable. Il y a aussi des accompagnements pour évaluer les situations, évaluer les risques professionnels, évaluer les risques psychosociaux et aller jusqu'à de l'accompagnement pour retranscrire cette évaluation dans le document unique, par exemple. Il y a des accompagnements, je vais juste vous donner un exemple. Nous, au niveau de la fédération, on a notre mutualisation des ressources à l'échelle des 9 services qui composent l'association. On a organisé une vingtaine de webinaires sur toute l'année dernière et jusqu'à maintenant. C'est plus de 10 000 personnes qui ont participé et qui, du coup, recherchaient de l'information et des conseils sur les différents sujets qu'on a pu traiter. On met à disposition aussi des choses qu'on ne faisait pas avant. Là, c'est le côté innovation, opportunité de la situation, où on a mis à disposition des e-learning. Un petit exemple sur le télétravail et sur l'organisation. On a mis à disposition un petit e-learning de 15 minutes sur comment s'organiser à la maison. Il y a 3000 salariés qui ont été intéressés, qui ont participé. Donc, voilà, on est sur ce type d'accompagnement et de problématiques. Pas uniquement sur le télétravail, effectivement. Mais voilà, on passe par des nouvelles modalités et je crois qu'on s'applique un peu à nous-mêmes. Ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est d'essayer de trouver des nouvelles modalités pour être présent, pour être au plus proche des salariés et des entreprises, et que ça soit par l'individu, par la question de la santé, par la question aussi du collectif et de l'entreprise. Et pour être très rapide, je terminerai par dire qu'effectivement, de mon point de vue personnel, là, on remet, oui, vraiment l'humain au cœur de la problématique de l'entreprise, au cœur du fonctionnement, au cœur de la stratégie, l'humain, la santé. Et surtout, ce que ça nous apprend, c'est que l'humain dans l'entreprise, c'est l'humain dans toutes ses dimensions. Sa santé physique, on va parler de la Covid en ce moment et des impacts, et peut-être même de Covid long, de retour à l'emploi avec des problématiques de santé physique. On va parler de la santé psychologique, de la santé mentale, et depuis tout à l'heure, on parle aussi de la santé sociale, de l'humain dans le travail. Donc, pour moi, on remet l'humain dans son entier et on arrête un peu de le découper en morceaux, et c'est ça que les managers font, en fait. Ils traitent l'humain dans son entier. D'accord, merci beaucoup. Alors justement, Bernard Garcet, vous êtes vous, président bénévole de Cap Santé Entreprise et ancien directeur général de la CMS, je le disais. Vous, alors comment est-ce qu'on peut aujourd'hui accompagner les salariés et les dirigeants dans l'entreprise pour ces grandes transformations? Pour rejoindre Céline et pour essayer de trouver du lien avec tout ce qui a été dit, j'aurais tendance à dire que les fragilités, il va falloir beaucoup plus les accompagner que ceux qui ont pu résister au fond et trouver des solutions. Donc les fragilités de santé, vous savez, ce que disait Céline sur la santé, c'est la définition de l'OMS. La santé, on a vu que c'est à la fois physique, psychique
et social, les déterminants de santé. Et le déterminant de santé social, on voit qu'aujourd'hui, c'est lui qui émerge. Le social, il est dans la construction de l'entreprise. Et donc, les fragilités de santé, ben, je pense que nous, on est plutôt attentifs dans notre cap santé entreprise. À mon avis, il va falloir essayer de développer aussi en lien, d'ailleurs on travaille en lien avec les services de santé au travail, en lien avec les services de santé au travail, sur des problématiques d'individus particulières qui ont été repérées, des diagnostics dans les entreprises qui ont été peut-être, qui vont être favorisés par les managers, s'ils peuvent avoir eux conscience de certaines difficultés, ils peuvent trouver du soutien. Et c'est ce que disait notre ami bâtonnier, c'est-à-dire que on a en France un système qui est excellent, c'est-à-dire une proximité d'accompagnement d'un certain nombre de professionnels. On peut trouver des solutions pour les salariés et accompagner les plus fragiles. Et en particulier, je crois qu'il va falloir aussi... Je crois qu'on a des problèmes de connexion, malheureusement, avec Bernard. Je te redonnerai la parole tout à l'heure. Maître Frédéric Sicard, alors, comment on fait pour accompagner justement les dirigeants et les collaborateurs, sachant qu'on est bien d'accord tous les deux, vous m'en donnerez quitus, que le Code du travail a déjà une légère tendance à l'embonpoint permanent, parce que je crois qu'il prend à peu près une page par jour. Est-ce qu'on va juste augmenter les règles ou bien est-ce qu'on va essayer de simplifier tout ça pour pouvoir justement redonner de l'espoir et entre guillemets un coup de boost au niveau des entreprises? Oui, alors surtout, on arrête de le faire grossir si c'est possible, il faut le mettre au régime. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai coupé le micro histoire d'avoir les oreilles plus à l'aise, mais voilà, je pense qu'il faut arrêter de faire grossir le Code du travail, ça c'est clair. Je pense que la piste que j'essayais d'expliquer, c'était de dire qu'on a un système d'accompagnement qui n'est pas forcément celui qui apporte la solution, mais est un système d'accompagnement auquel il ne faut pas renoncer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je crois beaucoup dans le principe de la dignité. Et je me demande si on n'a pas un nouveau développement juridique qui va être simplement, dans la dignité, il y a aussi le droit d'être vu, de pouvoir se faire voir aux autres. Voilà. Et puis, troisième chose, je pense qu'il y a un problème d'adhésion individuelle. Ça, c'est un problème juridique absolument classique qui ne se résout pas nécessairement par le contrat, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on aura contractualisé les conditions de travail qu'on aura réglé le problème, mais on peut imaginer qu'il y ait des écrits, qu'il y ait des échanges pour essayer de structurer le cadre, c'est-à-dire de recueillir un consensus qui ne vaut pas nécessairement adhésion contractuelle sur ce que sont les conditions de travail. C'est la troisième piste. Ce sont des pistes à l'économie parce que tout cela ne devrait pas, en principe, faire grossir le Code du travail. Ce ne sont que des pistes de logique, en sachant que, à mon avis, on n'avait pas besoin de tant de milliers de pages si on s'arrêtait toujours à la même idée de la proportion en tout. On ne peut pas exiger de tout le monde la même chose à l'identique, mais on doit pouvoir essayer de fonctionner en se disant, dans une situation ordinaire, qu'est-ce qu'on peut attendre et quelle peut être la réaction. Je pense que c'est ça le véritable fil conducteur d'un bon management au sens juridique du terme. Après, je ne me permets pas de porter la moindre appréciation, mais c'est quel est le bon comportement ordinaire. Après, on peut être mieux encore, mais en tout cas pas moins. Voilà. Donc la réponse juridique, elle est surtout plus arrêtée, parce qu'on ne peut plus les transporter, les codes du travail, tellement ils deviennent gros. N'en enlevez pas trop non plus sur les mesures d'accompagnement qui existent, parce que ça fait une originalité, une singularité sympathique du droit français. Recherchez l'adhésion et essayez de se comporter normalement et sans excès. D'accord, donc on se dirigerait peut-être vers une augmentation, par exemple, des fameux entretiens professionnels qui sont aussi là pour s'assurer du bien-être du collaborateur et de la Enfin, vous compréhension. savez que si on devait appliquer le code, on en a à peu près 3 à 4 par an, ce qui fait déjà quand même beaucoup. Ouais. Je pense qu'il faut surtout se diriger vers un management qui prenne en compte non pas seulement la tâche, mais également la situation du salarié, c'est-à-dire comment va-t-il, ça c'est quelque chose qui est important. Et puis, et c'est là-dessus qu'il faut essayer de recueillir son adhésion. Donc en réalité, ce n'est pas des moments d'évaluation dont on a besoin, c'est des échanges permanents à la fois sur la quantité et sur la qualité du travail. C'est un peu ça le fond du problème, et il ne faut pas se limiter à ce qu'est la quantité même de ce qui est fourni. Ça, c'est ce que je pense, c'est-à-dire une évolution du management
pas forcément de nouvelles règles juridiques, il y en a déjà de trop, il faut laisser de la liberté, mais dans cette liberté, il faut essayer de rechercher le consensus et non pas forcément quelque chose d'imposé. Voilà. D'accord. Mais alors, Émilie, je vous sais, donc vous êtes présidente de l'Île-de-France dans Paris, je le disais. C'est bien beau tout ça, mais nous, au quotidien, quand il faut qu'on trouve des sous pour payer les salaires et surtout les impôts, et sans oublier l'URSSAF, oui, je l'ai encore fait celle-là. Comment on fait, d'après vous, Émilie? Alors, il y a beaucoup de choses sur, évidemment, l'évolution des chiffres d'affaires de nos entreprises cette année. Dans l'immobilier, on a quand même eu de la chance dans le malheur de cette crise parce qu'on a des métiers de gestion, donc des métiers réguliers. Même les agents immobiliers, cette année, ont fait des bonnes années malgré les 2-3 mois où ils n'ont pas pu faire de visite. Il y a eu un rattrapage sur le 4e trimestre qui permet de maintenir les chiffres d'affaires. Et puis, on a eu, comme tout le monde, dit nos collaborateurs en chômage partiel pendant le premier confinement, voire au mois de novembre quand on a dû arrêter les visites. Donc, ça va s'équilibrer. Ce n'est pas une année géniale, mais c'est du coup pas une année à faire de gros investissements, alors que c'est contradictoire. On les a fait, les gros investissements, pour digitaliser pendant le premier confinement nos structures et rendre le service qu'on doit à nos clients. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une année de transition, si on veut, puisque, on l'a tous dit, on va continuer en fait à manager nos entreprises et nos collaborateurs comme on le fait depuis un an, moitié à distance, moitié en présentiel, pareil pour les clients. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il va y avoir forcément des arbitrages, surtout en région parisienne, avec le prix des loyers ou de l'immobilier de bureau et commerce. Il va y avoir forcément des réductions de structures, des recours pour les petites structures au coworking dont parlait Benjamin tout à l'heure. Donc, ce sont des solutions qui sont déjà envisagées et prévues par les entrepreneurs pour trouver des sources d'économie dans la façon de gérer leur entreprise, puisque on est là à parler de santé sans parler des coûts, mais le coût pour l'entrepreneur, c'est son premier sujet, parce que lui, c'est pas une organisation caritative, il est là pour générer des revenus afin de payer ses collaborateurs. Donc, c'est quand même ça le premier enjeu de l'entrepreneur, il ne faut pas oublier. Alors, c'est pas bien de parler d'argent en France, je sais, c'est un peu tabou, mais on est là pour mettre les pieds dans le plat, si j'ai bien compris. Donc, j'assume et je trouve que c'est important de le rappeler, parce que c'est ce qu'il regarde tous les mois sur sa trésorerie, l'entrepreneur. Est-ce que je peux payer mes salariés? Oui, tout va bien. Non, j'agis. Donc, ça, c'est… Donc, en fait, quand on parle de formation, d'accompagnement, pour ça, c'est une nébuleuse pour les entrepreneurs qui préfèrent tout de suite discuter régulièrement avec leurs équipes pour vérifier que, entre guillemets, tout va bien. Et si tout va pas bien, agir au jour le jour. Mais ce n'est pas un entretien obligatoire tous les 2 ans, en fait, auto-évaluation ou évaluation, c'est pas ça qui est nécessaire, en fait. On sait bien que dans la vraie vie des entreprises, les managers et leurs collaborateurs, mais ils se parlent, j'allais dire tous les jours, peut-être pas, mais plusieurs fois par semaine. Donc, en fait, le code du travail est complètement en décalage avec la réelle vie des entreprises sur ce point-là. Ça, c'est certain. Anne-Véronique Carter, vous pensez quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a la règle, il y a un beau silo, ça s'appelle la règle, c'est une espèce de menhir, et tout autour, il y a les entrepreneurs qui pratiquent une technique ancestrale qu'on appelle le démerde-ziziche. C'est-à-dire qu'ils font un peu comme ils peuvent, en espérant que ça passe. Et vous-même, vous en pensez quoi, vous? Et quel est votre rôle dans l'accompagnement des dirigeants et des entrepreneurs? Alors déjà, ce que j'en pense, c'est que oui, la règle du démerdandisicht, elle existe, mais en fait, elle est humaine aussi. On fait ce qu'on peut et on ne peut pas tous rentrer dans des cases. On doit s'adapter avec sa façon de fonctionner, l'organisation de l'entreprise. Enfin, bon, tous les cas sont particuliers. Maintenant, il y a un cadre à respecter quand même. Ce que j'en pense, c'est qu'en fait, on accompagne beaucoup les managers pour essayer de comprendre dans quelle situation psychologique sont leurs collaborateurs. Mais il peut y avoir aussi des managers en souffrance aussi, beaucoup, ou des dirigeants qui sont un peu paumés dans tout ça et sur lequel il faut faire aussi assez attention parce que, on a vraiment aussi cette image du manager dans cette année qu'on vient de passer qui s'est retrouvé aussi dans la même problématique de Covid, de peur, d'angoisse, d'interrogation, de flou, etc., qui devait passer les messages de sa direction pour lequel
n'était pas forcément d'accord, ou alors il n'avait peut-être pas tout le sens. Et soutenir ses équipes aussi, il y a beaucoup d'écartèlement dans ces situations-là. Et donc, nous, enfin, c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, c'est d'évidemment écouter les souffrances des salariés, mais aussi d'apprendre aux managers à les voir, à les entendre, à les comprendre et à faire attention à eux-mêmes. Et en fait, moi, le point sur lequel je m'attarde le plus souvent là-dessus, c'est le fait de prendre soin de soi. Les managers ou les dirigeants, ils vont penser aux autres, etc., mais ils vont oublier de regarder les symptômes qu'eux, ils pourraient avoir sur le fait de plus dormir, d'être énervé, de se mettre à pleurer, de s'isoler, de je sais pas, toutes ces choses-là, ils vont essayer de le regarder sur les autres, mais ils vont pas voir que pour eux, il y a un problème aussi. Et en fait, on ne peut pas tenir une boutique, on ne peut pas être au gouvernail si on ne va pas bien. Donc, en fait, essayer de leur faire comprendre que leur santé à eux aussi, elle compte. Moi, le nombre de managers, de dirigeants que je vois qui disent « Non, non, je ne veux pas que mes collaborateurs, ils envoient des mails le soir et le week-end, mais moi, j'en envoie quand même parce que je suis comme ça, puis c'est ma boîte, c'est mon argent. » Oui, mais enfin, il ne faut pas le montrer non plus parce qu'il y a forcément à ce moment-là des gens qui vont se dire « Oui, il ne faut pas le faire, mais les patrons le font, donc… » je vais peut-être le faire aussi. Donc, c'est important pour se protéger soi-même, pour penser à se déconnecter et aussi pour encore cette fameuse exemplarité dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, la souffrance ou les problématiques psychologiques, nous, chez ChrisUp, on l'accompagne au quotidien avec les psychologues cliniciennes, mais aussi sur des groupes d'expression ou des formations ou un accompagnement qui peut être très spécifique aux entreprises. Et on retrouve ces problématiques-là dans les toutes petites TPE, PME et aussi dans les grandes boîtes comme dans les associations. Enfin, c'est partout. Hein. Merci Anne-Véronique. Avant de prendre les questions des auditeurs et des auditrices, donc j'excuse le départ de Benjamin Malo qui, lui, a eu une autre réunion Zoom. C'est le harcèlement Zoom, la Zoomitude qui vient encore de nous frapper. J'ai donc remplacé un petit peu ce que pourrait être amené à dire peut-être Benjamin. C'est ce qui ressort vraiment, c'est l'humain et la place de l'humain dans l'entreprise. Et donc, ce que disait tout à l'heure un des intervenants, puisqu'il a cité un terme japonais dont je me permettre, moi, d'en citer un autre, c'est tout simplement l'ikigai. L'ikigai, c'est quoi? C'est un équilibre au travail qui veut que pour être heureux au travail, il faut que l'on fasse quelque chose pour lequel on est doué, pour lequel on est payé, et pour lequel le monde a besoin de nous et surtout quelque chose qui nous plaît à faire au quotidien. Et ça, c'est vraiment, d'après cette règle de l'ikigai, la raison qui va faire que les gens vont être heureux au travail, s'épanouir et donc du coup performer, amis entrepreneurs. C'est ça qui peut les amener. Et donc, également en termes d'accompagnement, vous n'en avez pas parlé, mais je ne peux pas, moi, me permettre de ne pas en parler. Aujourd'hui, vous avez donc un dispositif qui est aménagé jusqu'en décembre 2021. Je vous invite à nous contacter si vous avez besoin d'informations là-dessus. C'est la prestation de conseil en ressources humaines, c'est jusqu'à 10 jours de DRH qui peuvent être pris en charge dans les entreprises de moins de 50 salariés. Et ça, c'est tout simplement financé par l'ancienne directe qui s'appelle maintenant la DRITS et votre OPCO, qui est l'opérateur collecteur agréé de compétences, qui justement peut financer ce soutien à l'entrepreneur pour essayer de démêler un peu cette situation hautement difficile, puisqu'on est en train de gérer du changement sans savoir vraiment où on va. Donc là, c'est très compliqué de pouvoir fédérer et d'emmener les gens sur ce sujet. Rosie, tu m'as dit que tu avais des questions qui arrivaient. Est-ce que tu veux bien nous en faire profiter? Alors, j'en ai, ce sont vraiment des questions très pratiques. Hein. Que fait-on lorsque mes collaborateurs demandent de revenir au bureau et que le gouvernement demande que le maximum de salariés restent en télétravail? Ça, c'est en est une. Aussi, vers qui je me retourne lorsque dans mon entreprise, il n'y a pas vraiment de DRH, que le manager lui-même est dans la nature et que je ne me sens pas bien. Donc, compte tenu de la situation, vers qui je me retourne? Donc, troisième question, si je parle de mes problèmes psycho, est-ce que cela ne va pas me pénaliser dans l'équipe à venir et dans ma carrière? Voilà les questions. Qui prend la parole? Peut-être la partie juridique pour rassurer les uns ou inquiéter les autres, et ensuite la médecine du travail, puis aussi et surtout, en conclusion, peut-être Anne-Véronique? Oui, alors première question, qu'est-ce que je fais tant qu'il y a des consignes sanitaires? Eh bien, malheureusement, il faut tenir.
Il faut maintenir le cap. L'employeur est responsable de l'hygiène et de la sécurité dans l'entreprise. Il a une obligation. Cette obligation, c'est de gérer en fonction des consignes de sécurité qui ont été diffusées et qui, pour l'instant, nous obligent à maintenir le télétravail. Et il n'y a pas d'autre solution si ce n'est d'arguer de cet état de nécessité lié à la crise sanitaire. Deuxièmement, que faire si je ne me sens pas bien, si je ne peux pas joindre mon manager? Eh bien, tout simplement, appeler le médecin du travail. Le Code du travail donne la possibilité d'avoir un entretien avec le médecin du travail à la demande du salarié et pas nécessairement à la demande de l'employeur. Et le médecin du travail sera là pour essayer, s'il fait son travail normalement, l'équilibre qui doit être donné, éventuellement dirigé vers le médecin traitant. Troisièmement, peut-on me reprocher une difficulté psychologique? J'espère bien que non, parce que c'est interdit en droit de devoir le faire. Vous savez que depuis la loi du 31 juillet 1992, l'état de santé ne saurait de quelque manière que ce soit impacter l'exécution du contrat de travail. Ça, c'est le principe. Alors évidemment, après, il y a les manières et manières de le présenter, il y a manières et manières de faire. Il faut probablement, on peut s'en ouvrir, mais là encore, si on a le moindre doute, vous avez la possibilité d'avoir recours aux services de santé au travail qui sont là pour vous aider à vous exprimer. Puis il y a toujours la possibilité aussi peut-être de l'expliquer. On n'est pas obligé de prendre sur soi, on peut aussi tout à fait dire « Mon médecin traitant m'a demandé de vous en parler, je ne me sens pas bien ». Et ça permet de nouer l'écoute parce qu'on parle d'un extérieur et on explique qu'on a une contrainte. C'est une petite astuce qui n'est pas du tout juridique, mais qui permet de créer le dialogue en disant « c'est pas moi qui vous y oblige, mais un tiers m'amène à vous demander de m'en parler ». Voilà les trois réponses sur le volet juridique. Bien. La médecine du travail, elle a envie d'en dire quoi, là, de tout ça? Elle a envie d'en dire qu'effectivement, le médecin du travail ou le service de santé au travail peut être un interlocuteur sur ces questions-là, qu'on soit en difficulté ou qu'on perçoive que des difficultés risquent d'arriver. Donc, c'est comme je vous le disais, soit par le médecin du travail, soit par d'autres intervenants qui sont présents dans nos services, comme des psychologues du travail, voire des assistantes sociales aussi. Dans la période, on a rencontré des problématiques sociales assez fortes. Donc oui, ça peut être un interlocuteur, bien sûr. Les collègues aussi sont un soutien. Alors là, je ne vais pas reprendre le manager parce que dans la question, il était sous-entendu qu'il n'était peut-être pas au rendez-vous, mais pour plusieurs raisons. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un absentéisme conséquent en ce moment et que les managers sont aussi touchés par des problématiques de santé. Il y a aussi, je crois que on a tendance à mettre sur le manager ou sur l'employeur une capacité à être un surhomme ou une surfemme. À un moment donné, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, il faut bien considérer que ça concerne l'ensemble des personnes dans le monde du travail, quelle que soit leur fonction, et que donc on ne peut pas attendre de personnes qu'elles supportent la situation tous les jours de la même façon en étant super en forme. Voilà, il y a des petits creux et ça arrive. Et ces petits creux-là, oui, il y a des situations où on a besoin d'un conseil, d'un soutien, voire d'un accompagnement. Et cet accompagnement-là, on a cité la médecine du travail, mais vraiment, je voudrais ouvrir. Il y en a d'autres. Il y a plein de lieux qui peuvent être là pour accompagner, y compris la famille, y compris l'entourage. Voilà. Et très rapidement sur le lien social et le respect des consignes sanitaires, oui, bien sûr, l'employeur, comme il est responsable, il est en perpétuelle gestion du risque. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il se retrouve en situation de dire « mais là, je suis en train de perdre mes collaborateurs, ils ont besoin ils ont besoin de contacts sociaux, ils ont besoin… » C'est Émilie qui en parlait. Et des fois, l'employeur, il prend des responsabilités qui sont, je passe un peu au-dessus parce que là, je le sens vraiment pas. C'est exactement ça.
Je réponds juste là-dessus pour finir, mais effectivement, c'est bien d'avoir un cadre juridique et voilà, des dispositions claires de la gestion du télétravail en période de crise sanitaire. Mais la réalité, c'est que quand l'entrepreneur il est face à son collaborateur qui ne va pas bien et que le collaborateur lui dit « j'ai besoin de venir au travail », il va lui dire « oui, bien sûr ». C'est évident. Je finirai là-dessus. Anne-Véronique, il faut que tu mettes ton micro, Anne. C'est pas grave. Et pourtant, ça fait 1 an qu'on l'utilise tous les jours et on oublie encore le micro, comme quoi. Non, mais bien sûr, oui. En fait, je vais dire une phrase un peu cliché, mais on est tous acteurs de prévention. Donc, on est tous là pour aider les autres. Donc, on a évoqué la médecine du travail, on a évoqué son médecin traitant ou ses collègues. Dans certaines entreprises, il y a des référents harcèlement, il y a des représentants du personnel au CSE. Tout ça, c'est des gens qui peuvent nous entendre. Quand ça ne va pas non plus, il y a des associations comme Souffrance et Travail aussi, qu'on peut contacter, qui a été créé par Marie Peset, où il y a des sites, il y a un site accessible et des sites aussi en France pour parler à des gens. Il y a plein de possibilités pour parler. En tout cas, ce qui est important, c'est vraiment d'oser le faire. Et de ne pas rester avec une souffrance. En fait, le premier truc à arrêter, c'est la culpabilité. De se dire, non, mais les autres vont bien, moi, je ne vais pas bien, je vis mal la situation, alors que finalement, je m'en suis bien sortie. Et cette satanée culpabilité, elle empêche de tout. Donc non, on a le droit d'aller mal, on a le droit d'avoir des hauts et des bas, et puis de ne pas bien vivre certaines situations, alors que d'autres les vivent très bien. Donc oui, et effectivement, essayer quand on est manager aussi de voir tout ce qui n'est pas dit. Et c'est beaucoup plus difficile à distance, mais quand quelqu'un dit oui, je vais bien, mais qu'en fait on voit que le visage est cerné, qu'il ne veut plus parler, qu'il s'isole, etc., c'est compliqué à voir à distance, mais il y a des signes, donc vraiment être vigilant de ça. Bien, merci à toutes, merci à tous. Je vais redonner la parole à notre amie Rosie. Je tiens à remercier chacun parce que vous avez fait quand même une belle performance et je trouve que c'était animé, vif et très intéressant. Alors, j'ai des questions qui arrivent, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des renseignements? N'hésitez pas, vous tapez contact@spartanrh.com et puis on vous enverra tous les éléments propres à la prestation conseil ressources humaines prise en charge par l'OPCO parce qu'on n'a pas le temps de développer ça ici. Je vous donne rendez-vous, moi, le jeudi 27 mai pour le prochain atelier qui aura lieu autour de l'inclusion. C'est-à-dire que là, on a parlé des êtres humains dans l'entreprise. On a dit que les plus forts survivaient. Oui, les plus forts, c'est sympa, mais est-ce que la richesse de l'entreprise, ce n'est pas aussi la diversité des jeunes hommes et des femmes qui la composent? Et justement, comment est-ce qu'on va pouvoir prendre en conscience cette diversité et la porter pour que ce soit encore un axe de développement et de progrès pour l'entreprise. Voilà, donc, et le jeudi 24 juin, on abordera du coup la mobilité professionnelle, parce que là, on verra qu'avec les confinements, peut-être que les gens se sont éloignés, et du coup, il va peut-être falloir revoir la mobilité professionnelle et l'approche que l'on a vis-à-vis de sa propre carrière. Sur ce, je vous remercie beaucoup et je passe la parole à Rosie. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à tous pour cet échange très enrichissant avec beaucoup de conseils, d'observations, vraiment très, très intéressant pour une suite. Je pense qu'on n'a pas terminé sur ce sujet. Emmanuel l'a dit, donc on se retrouve le 27 mai donc, pour l'inclusion. Moi, ce que j'ai envie de retenir, il y a des mots-clés par rapport à ce que les uns les autres ont pu dire. Malheureusement, on a perdu Bernard Gaissé qui a un problème de connexion là, vers la fin, donc il s'en excuse. J'ai retenu les mots comme la dignité, adhérer ou subir, réinventer un nouveau modèle de management, s'adapter, l'accompagnement, mais à la fin, j'ai envie de dire, c'est l'humain. Donc, problème psycho, problème d'inclusion, problème de mobilité, tout ce qu'on veut, c'est l'humain. Peut-être avec cette crise sanitaire, on va un peu repenser les choses et mettre vraiment l'humain, parce qu'on en parle beaucoup, on parle beaucoup de l'humain, et je pense que là, on est vraiment maintenant au pied du mur, et il faut vraiment prendre en considération cela. Donc, sans l'humain, on n'a pas d'intelligence artificielle, on n'a pas de robotique, on n'a pas de lien. Donc, moi, j'ai envie de dire, et c'est vraiment l'ADN, en tout cas, de l'agence RB associée, c'est de mettre l'humain au centre de toutes nos préoccupations. Donc, voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous donc le mois prochain.
Et merci encore à vous tous, merci à nos partenaires et encore une fois Geoffroy Boulard et Benjamin Malo, donc l'équipe du 17e, et vivement qu'on puisse aussi se retrouver en présentiel. Donc on croise les doigts. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.